Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mathieu, qui va nous parler de son retour en France, qui date d'à peu près un an. Donc il y a à peu près un an de recul là au moment où on enregistre cet épisode par rapport à ta date de réinstallation en France. Tu as vécu dans deux pays, tu vas nous raconter un petit peu ça dans le détail. Et j'aime bien dire un petit peu comment j'ai trouvé ou comment je connais les personnes que j'invite. Et donc on est amené à travailler ensemble sur certains sujets du retour en France. Et du coup, pour moi, ça faisait sens de te donner la parole pour que tu nous partages justement comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu personnellement ce retour en France. Et je tiens aussi à ajouter, c'est important pour moi quand je travaille avec des partenaires, de trouver des personnes qui comprennent ce que les personnes que moi j'accompagne sont en train de vivre. Donc soit souvent je m'entoure de personnes autour de moi qui soit ont vécu l'expatriation, soit sont rentrés en France, soit ont expertise ou sont en lien avec ce sujet, parce que ça fait vraiment la différence dans ce qu'on peut proposer et dans les accompagnements que nous, on peut mener ensemble. Voilà, je commence un petit peu différemment de d'habitude, mais je trouve que c'est important de le mentionner. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a besoin d'en savoir plus sur toi. Donc, dis-nous en quelques mots comment ton entourage pourrait te décrire pour qu'on puisse découvrir un petit peu ta personnalité. Ouais, absolument. Écoute, je vais peut-être choisir deux mots. Je pense que le premier, je dirais persistant, peut-être presque à la limite d'être têtu. Je dis ça, bon, je pense que tu te reconnaîtras peut-être là-dedans aussi parce que tu es entrepreneur également. Donc, je pense que c'est quelque chose dont tout entrepreneur a besoin aussi. On le sait très bien, les choses prennent généralement plus de temps qu'on le pense pour décoller. Donc voilà, je dirais ça comme premier abord. Et puis voilà, bon, je suis pas que sérieux dans la vie non plus, donc j'ose croire que j'ai un bon humour aussi, j'aime bien rigoler, malgré le fait qu'on me reproche des fois d'avoir un petit peu des dad jokes, des blagues à papa qui marchent pas tout le temps. Merci pour cette introduction. Avant de parler du retour en France, on va parler de ce qui t'a poussé à partir à l'étranger. Et juste avant qu'on lance l'enregistrement, moi j'ai découvert un petit peu plus en détail ton histoire parce que je sais que tu es rentré en France il n'y a pas très longtemps, mais je connaissais pas exactement ce qui t'avait poussé à partir à l'étranger et ton parcours d'expatrié un peu. Donc dis-nous tout ça, dis-nous en quelques mots comment tu arrives à partir à l'étranger, qu'est-ce qui se passe pour toi, dans quel contexte, etc. En fait, c'est assez simple, j'ai pas eu le choix. Parce qu'à 11 ans, on se décide pas, bah tiens, je vais quitter la France, je vais prendre une valise, m'installer dans un autre pays. Je suis parti donc, si vraiment on récapitule au tout début, moi je suis né en 95, mes parents avaient déjà fait en fait une première expatriation à San Diego en Californie pendant un an. Donc j'étais vraiment très jeune, je m'en souvenais pas vraiment. Et puis mes parents ont été re-amenés à se réexpatrier une nouvelle fois à San Diego en Californie. Donc c'était pour le travail de mon père qui travaille pour une compagnie qui appartient au groupe Caterpillar. Et voilà, donc ça devait être au début une expatriation de 3 ans. En fin de compte, qui s'est transformée en 18 ans pour moi, et puis en 7 ans pour mes parents et mon frère et ma sœur. Donc j'ai passé 7 ans en Californie, à San Diego. J'ai eu l'équivalent de mon bac là-bas, diplôme américain. Et venu mes 18 ans, voilà, on avait
pas forcément, mes parents n'avaient pas forcément prévu un budget de 60 000 $ l'année pour pouvoir aller aux universités américaines. Donc c'était soit retour en France pour aller étudier, ou bien Canada. Puis on avait entendu parler de bonnes universités au Canada, donc j'ai postulé pour McGill, j'ai été pris, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé au Canada. Donc même chose, hein, c'était pour 4 ans pour les études, et en fin de compte, bah, ça s'est transformé en 11 ans. Voilà, et donc il se passait plein de choses en 11 ans, dont le fait que j'ai eu ma nationalité canadienne en 2022 aussi. Ok. Est-ce que tu es l'aîné? Je suis l'aîné, effectivement. Par curiosité, parce que je peux pas m'empêcher de poser la question, qu'est-ce que ça a été le choix de ton frère et de ta sœur à ce moment-là? Est-ce que eux, ils ont fait le choix de rentrer en France pour leurs études, ou d'aller ailleurs? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Donc à ce moment-là, quand mes parents sont repartis des États-Unis après ces 7 ans, bah, eux, cette fois-ci, eux n'ont pas eu le choix non plus parce qu'ils étaient un petit peu trop jeunes également, puis c'était pas le temps d'aller à l'université encore. Donc eux sont revenus en France dans le système scolaire classique français. Donc nous, on est originaire du Pays Basque. Donc on est reparti, eux, ils ont refait leurs études au Pays Basque. Mais effectivement, tu poses une bonne question parce que quelques années après, ma sœur s'est retrouvée également à Montréal. Elle a été prise à McGill aussi, donc 4 ou 5 ans, on a 4-5 ans d'écart. Donc elle avait postulé, puis elle a été prise à McGill. Puis on a été amenés tous les deux à vivre un petit peu au même moment pendant quelques années à Montréal. Et puis là, tous les trois, ben, tous les frères et sœurs, on s'est tous retrouvés à Paris maintenant. Ah, ok, donc ta sœur, elle est rentrée et le petit frère, il est resté en France tout ce temps-là ou il a vécu ailleurs? Ouais, le petit frère, lui, c'est un caméléon, hein, donc il s'adapte très vite à l'environnement où il est. Donc lui, il est resté en France, il a fait ses études à Bordeaux, voilà, ingénieur, arts et métiers. Et puis après, il s'est retrouvé à Paris. Ok, super. Donc on revient à toi, même si ce partage est très intéressant. Donc tu t'installes en étant adulte, jeune adulte au Canada, tu fais tes études et tu commences ta carrière au Canada. Ouais, c'est ça, exactement. Je commence ma carrière au Canada, donc j'ai fait 4 ans, donc 4 ans d'études. J'ai fait des études en finance et économie. Et puis voilà, je voulais pas faire de master directement par derrière. Au Canada, on peut très bien trouver des bons boulots sans avoir forcément un master derrière soi. Donc j'ai préféré me mettre à travailler directement. Et puis voilà, j'ai travaillé pour 2 compagnies de gestion, de asset management, on appelle ça. Des compagnies qui fabriquent des produits financiers que moi, après, je commercialisais auprès de conseillers financiers répartis à travers le Québec. J'ai fait ça pendant 3 ans, puis après, pendant 4 ans, c'est ça à peu près un autre 4 ans, je suis passé du conseiller de mes ex-clients. Donc, je suis devenu moi-même conseiller financier euh, euh, pour, euh, pour les Canadiens. Enfin, après, pour les Français, on sera amené à parler de ça éventuellement aussi, mais vraiment plus pour des situations canadiennes domestiques lambda, on va dire. Et après tout ce temps au Canada, qu'est-ce qui fait que as envie de rentrer? C'est quoi le... Est-ce que tu savais depuis toujours que tu rentrerais? Est-ce que initialement tu te disais, bon, c'est bon, je fais mes X années d'études au Canada et après je rentre? C'était quoi l'envie de départ? T'as mis le doigt dessus, hein, je savais que j'allais pas rester au Canada. Je savais qu'à un moment donné, j'allais rentrer en France. Comme je te dis, hein, moi, je suis parti à 11 ans de France, donc toute mon adolescence, je l'ai fait. J'ai peut-être un regard différent de beaucoup de gens qui partent de France pour différentes raisons. Moi, je savais que j'allais revenir à un moment donné, donc c'était pas une question de si, mais plutôt une question de quand. Et donc voilà, mais après quelques années passées au Canada, effectivement, ça aurait été dommage de ne pas avoir la nationalité canadienne. Donc pour moi, c'était vraiment ça, on va dire, l'élément, si on peut décider d'un élément déclencheur, c'est au moins d'avoir la nationalité canadienne. Et puis après, j'allais partir dans l'année, ce qui ne s'est pas fait. Parce que c'est le même moment où j'ai rencontré ma femme, en fait. Et donc voilà, ça a pris un petit peu plus de temps pour la convaincre, pour rapatrier tout le monde en France. Ouais, on va y revenir juste après, mais j'ai une question quand même par rapport à ce que tu viens de dire.
Est-ce que c'était une évidence pour toi de rentrer en France ou est-ce que, enfin, comment tu peux nous expliquer ça? Ou est-ce que tu t'es dit, moi, je me vois pas peut-être être loin de mes parents ou parce que j'ai envie de faire ma carrière professionnelle en France? Enfin, c'était quoi derrière ça, tu sais? Ouais, alors non, c'était clairement pas motivé par la carrière. Je pense pour des raisons assez claires, surtout en ce moment. Je pense qu'on va dire avec le contexte qu'on peut avoir. Et je pense que c'est les mêmes raisons que même la plupart des Français qui rentrent en France, c'est se rapprocher de la famille, effectivement. Donc moi, voilà, mes parents sont pas âgés non plus, mais justement, je pense que c'est dans ces moments-là où il faut savoir profiter des belles années de la famille et tout ça. Donc moi, clairement, je dis toujours mon premier choix était motivé par le fait de se rapprocher de la famille. Un deuxième très proche, c'était d'éviter les hivers à Montréal de 6 mois et puis connaître les -30, les -40. C'est marrant les 2 premières années, mais après, voilà, il faut vraiment aimer l'hiver. Et moi qui ai grandi en Californie, qui suis originaire du Pays Basque, j'étais clairement pas là même si c'était des très belles années à Montréal, je savais que ça allait pas, que j'allais pas rester là-bas. Et donc, tu l'as évoqué, donc tu as rencontré ta femme au Canada et après vous êtes rentré. Mhm. C'est quoi sa réaction à elle quand tu la rencontres et peut-être rapidement tu lui dis, moi, mon projet, c'est de rentrer en France? Ouais, bah, c'est marrant parce elle blague toujours quand on discute de ça là, avec d'autres personnes. Apparemment, à notre premier date, je lui ai demandé si elle se projetait encore longtemps à Montréal. Donc moi, je m'en souviens pas, mais elle trouvait que c'était une question un petit peu bizarre. Mais effectivement, je devais avoir mon idée derrière la tête, hein, même inconsciemment. L'idée d'aller en France, en Europe, c'était clairement quelque chose qu'on aurait fait éventuellement. Surtout que j'ai eu de la chance, hein, ma femme est colombienne et il se trouve qu'elle a une sœur qui habite à Lyon maintenant, et qui est partie de Colombie à peu près au même moment où ma femme est partie au Canada. Mais voilà, mais elle étant colombienne, bah, elle cherchait à avoir le passeport canadien aussi. Et c'est vrai que ça allait faire un 5 6 ans en plus. Moi, je me disais que 5 6 ans, ça allait être compliqué là, de rester encore autant de temps. Donc il y a eu une petite période de négociation, on va dire. Mais finalement, voilà, elle a pu faire les démarches pour avoir la résidence permanente au Canada. Et puis en fait, une petite chose à savoir, quand on est marié avec un Canadien, donc je le suis depuis 2022, tant qu'on habite avec un Canadien, même hors du pays, on ne perd pas sa résidence permanente, en fait. Donc voilà, donc on s'est dit, si jamais les choses ne se passent pas comme prévu, il y aura toujours une porte de sortie pour qu'elle puisse rentrer au Canada si c'est son choix. Mm. Et voilà. Mais bon, aujourd'hui, entre un passeport canadien et puis un passeport européen, parce que pas forcément français, hein, mais quand on a Mm. avec un passeport français, on a accès à toute l'Europe. Et puis voilà, au niveau des conditions de vie et puis ce qu'on recherchait, c'était quand même quelque chose qui matchait assez bien. On était plutôt sur la même longueur d'onde. Waouh, sacrée aventure, merci pour ton partage. Est-ce que tu te souviens un petit peu, elle, de sa réaction quand tu lui dis, OK, ben en fait, moi j'ai envie de rentrer et tout, et puis que le projet il se met en place entre vous et que vous en discutez. Est-ce que tu te souviens de ça? Bah, je ne l'ai pas annoncé comme ça, c'est plus des choses dont on parlait. On disait, bon voilà, voici mes plans. Et puis elle avait ses plans pour avoir sa citoyenneté canadienne. Mais voilà, il n'y a pas eu, je ne l'ai pas mis devant le fait accompli. Je suis pas le genre de personne qui va dire, j'ai plutôt l'anglicisme, mais il y a une expression en anglais, c'est my way or the highway. Voilà, je suis pas comme ça. On en a discuté assez longuement, donc il n'y a pas eu une réaction instantanée. Et est-ce que tu penses qu'elle, elle avait des appréhensions à changer de pays? Enfin, tu vois, c'est quand même un gros truc. Oui, c'est sûr. Bah, elle avait déjà fait une fois de la Colombie au Canada, donc c'était pas sa première fois non plus. Et oui, il y a toujours une certaine appréhension, je veux dire, même pour moi, hein, qui avait passé 18 ans hors de France. Après, voilà, on revenait quand même dans des conditions assez idéales, on va dire. Même si, donc, on n'avait pas à se poser ces questions de logement dans un premier temps. On est revenu en été, donc on avait le temps de rester chez mes parents aussi le temps vraiment de s'établir, que elle trouve un job, parce que moi, j'avais décidé de me mettre en auto-entrepreneur. Donc, c'était pas assez fou de rentrer après 18 ans. Il a fallu que je décide de tenter l'entrepreneuriat à un moment donné. Et en plus, qu'on décide de s'installer à Paris, dans la ville la plus chère de France. Mais c'est là aussi où beaucoup de business se passe. Donc oui, forcément, il y avait un petit peu d'appréhension.
surtout au niveau de la langue. On est plus à l'aise en espagnol et puis en anglais, même si on avait beaucoup travaillé sur son français. Ça a vite disparu parce qu'en fin de compte, une semaine après qu'on soit atterri, elle avait sécurisé son job déjà à Paris. Le côté appréhension, c'est plus trouver un logement, en fait. On avait un mois pour trouver un logement. Et pareil, je pense qu'on a eu beaucoup de chance aussi par rapport à ça, où on a pu en trouver un assez facilement, malgré notre situation, où aucun de nous deux, en fin de compte, avait un CDI au moment où faire les recherches d'appartement. Et toi, quelles étaient tes appréhensions? Parce que tu n'avais jamais été adulte en France finalement. Oui, c'est vrai. Bah, sur le côté social, honnêtement, j'avais aucune appréhension parce que tous mes amis que je m'étais fait à Montréal, bah, il y en avait une grande majorité qui étaient français. Je pense que quand je suis parti de Montréal, je devais connaître plus de gens à Paris, malgré avoir passé 11 ans à Montréal. Je devais connaître plus de gens à Paris qu'à Montréal. Pas d'appréhension à ce niveau-là. Et puis, comme je disais, même au niveau du travail, bah, j'ai décidé de me mettre en entrepreneur, en auto-entrepreneur aussi. Donc, je sais que des fois, le cadre du travail et puis les codes entre la France et le Canada peuvent donner une certaine appréhension aux personnes qui reviennent en France. Mais voilà, je suis pas rentré, on va dire, dans les mêmes conditions que le français classique, voilà, qui doit retrouver du boulot et puis se refaire au code du travail en France non plus. Et donc, tu me le partageais juste avant qu'on lance l'enregistrement, mais dis-nous un petit peu au niveau de la langue. Ça peut être intéressant pour voilà, ceux qui nous écoutent et qui sont dans un couple avec une situation assez similaire. Ouais. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je dis et que je redis, et dès qu'on me le dit, je sensibilise à fond. Mhm. Mais si vous rentrez avec un partenaire qui est étranger, il faut qu'il parle le français pour pouvoir trouver du travail. Et même à Paris, parce que oui, dans certaines entreprises, vous allez pouvoir avoir un poste où on parle une autre langue ou deux autres langues, mais quand même, ben, la langue du quotidien, la langue avec lesquelles on peut échanger avec ses collègues sur place ou au bureau, ben, on va quand même parler le français. Donc dis-nous un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure qui peut être Ah ouais. intéressant. Ouais, ouais, bah, comme je te disais tout à l'heure, je lui ai pas fait de cadeau, hein. Dès qu'on savait qu'on allait rentrer en France, je lui ai dit maintenant c'est français tout le temps, français tous les jours. On se texte en français, on se parle en français. Quand elle me textait en français, elle faisait des erreurs, bah, je prenais le temps de la corriger, de lui dire non, c'est pas comme ça que t'écris, c'est comme ça qu'il faut écrire. Donc voilà, donc j'étais pas brutal non plus, mais elle avait quand même une bonne base parce qu'elle avait étudié le français à Concordia. Mais bon, entre étudier une langue et puis la parler tous les jours, il y a quand même un gap entre les deux. Donc au moins, elle avait les bases. Voilà. Et quand elle me disait, mais non, mais ça, c'est pas le subjonctif, ou je sais pas, j'ai aucune idée si c'est le subjonctif ou autre chose. C'est juste comme ça qu'il faut le dire, quoi. Mais voilà. Mais donc, j'ai pu lui donner le côté pratique. Puis bon, ça a aidé parce qu'on était au Québec et puis elle préfère quand même l'accent français qu'à l'accent québécois. Et est-ce que peut-être tu veux nous dire quelques mots? Bon, là, on fait un peu avance rapide, mais c'est pas grave. Comment ça se passe aujourd'hui dans son travail et peut-être au niveau de la langue, comment elle se sent? Et est-ce que dans son travail, dans son entreprise, elle parle le français ou d'autres langues? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'a pas eu trop de mal à trouver du travail parce qu'il cherchait un profil trilingue, français, anglais, espagnol. En fait, elle travaille pour une organisation enfin, internationale qui s'appelle, bah, l'acronyme c'est WOHA, mais c'est comme le WHO, donc l'OMS, Organisation mondiale de la santé, mais A pour animal, en fait. Mhm. Et donc, voilà, c'est une organisation qui empêche la propagation de maladies qui sont transmissibles des animaux à l'humain. Donc, elle a trouvé un job voilà, en tant que gestionnaire de projet et puis administratif aussi. Donc, elle utilise surtout le français et l'anglais dans son job. Elle travaille avec quelques gens en Amérique latine également. Donc, il y a de l'espagnol. Et ça reste majoritairement anglais et français. Mais bon, voilà, elle est quand même dans une organisation qui est assez internationale. Donc, même si le français est important, je pense que ce n'était pas aussi primordial que vraiment une compagnie vraiment franco-française. Et est-ce qu'elle est déjà rentrée du travail et elle t'a raconté des histoires un peu drôles au travail, de, je sais pas moi, relations avec les collègues ou situations professionnelles où elle s'est dit, mais waouh, on est où, tu vois? Ouais, bah en fait au Québec on avait l'habitude du 5 à 7 au Québec. Parce qu'en fait les gens terminent à 5 heures et puis de travailler à 5 heures et puis on va un verre jusqu'à 7 heures.
Sauf qu'en France, on travaille jusqu'à 6h30, 7h. Donc pour te la faire courte, elle fait pas de 5 à 7, mais elle fait pas non plus de 7 à 9. Ok. Mais sinon, non, il n'y a pas. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment eu là de situation hors du commun, à moins qu'elle me l'ait pas dit, hein. Elle me dit pas tout non plus. Comment tu t'es senti, toi, quand t'es rentré en France? Vraiment, t'arrives sur le territoire et tout, tu commences à prendre tes marques, tu commences à t'installer, donc peut-être pendant l'été où t'étais chez tes parents et après, bah, vous arrivez à Paris et vous vous installez. Ouais, comment tu te sens? Est-ce que tu te dis, enfin, ça y est, c'est là? Ou est-ce que tu te dis, ouf, ah, c'est quand même difficile, cette situation-là, elle est pénible, ou tu vois? Ouais, je te dirais soulagé, en fait. Soulagé, mais et encore, hein, toutes mes années au Canada étaient vraiment. J'ai aucun regret dessus. Mais voilà, mais je savais que c'était le bon moment. C'est le bon moment dans ma vie, là, pour repartir en France. Donc j'étais content d'avoir fait le pas. Puis bon, aussi, au niveau du timing, on est revenu en plein été, en plein juillet, dans le sud-ouest de la France, la plage tous les jours. Donc voilà, c'était quand même assez bien comme environnement pour pouvoir justement être un petit peu plus relax. Mais comme je dirais, il n'y a pas vraiment eu de période de stress par rapport au retour en France. Je pense qu'il y avait juste le fait de commencer mon activité, de ne plus être salarié, de ne pas savoir quand est-ce que je commençais à avoir mes premiers revenus, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être revenu en France. Ça, je pense que c'est juste que tous les entrepreneurs passent par là au début. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes installé à Paris et pas rentré là d'où tu viens, plus ou moins? Question de travail. On sait, hein, la France est très centralisée. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Travail, mais aussi le social. Parce que comme je te disais, moi, tous mes amis de Montréal, enfin pas tous, mais beaucoup d'amis de Montréal sont à Paris. Mon frère, ma sœur travaillent à Paris aussi en ce moment. Donc nous, c'était sûr qu'on allait, enfin c'était sûr, c'était quasi sûr. J'avais quand même donné l'option à ma femme entre Lyon et Paris. Mais voilà, mais même elle, en recherchant un petit peu du boulot et tout, elle savait que les opportunités étaient plutôt à Paris. Après, je te cache pas que je ferai pas ma vie à Paris non plus. Mais pour le moment, on est très bien. On est très bien. Je pense qu'on est au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous arrivez souvent à rentrer chez tes parents et ou à aller à Lyon pour voir sa sœur à elle? Ouais, complètement, ouais. On est allé à Lyon, bah, en fait, juste une fois, mais sa sœur et son conjoint viennent souvent à Paris également. Donc, ça, en 2 heures de train, c'est fait, ça. Et puis, au Pays Basque, ouais, je suis rentré peut-être deux, trois fois. Donc, un petit peu moins en hiver, parce qu'effectivement, c'est quand même plus sympa en été. Mais rien que pendant le mois d'août, j'ai passé un bon mois dans le sud. Et puis voilà, mes parents, là, mes parents étaient à Paris le week-end dernier aussi, donc c'est très facile, hein. En 4 heures de train, en 3 heures de train, on est partout en France. Comment t'as vécu la partie administrative quand on rentre? Partie administrative, aucun souci. Non, je plaisante. Ah. Alors, dis-nous Non, comment ça s'est passé pour toi. je pense que c'était surtout en fait par rapport à l'assurance sociale, Mm. euh, sécurité sociale. Après, le reste, j'ai pas eu trop de surprises. Au niveau de mon permis de conduire, c'était assez rapide, ça a pris que 2 semaines. Ça, pour le coup, ça m'a surpris que ça soit aussi rapide. Mais non, pour tout ce qui était sécurité sociale, ça a été des relances et des relances, et puis des gens qui avaient perdu des documents qu'il fallait renvoyer, et ci et ça. Voilà, donc normalement, il y a des accords entre le Québec et la France pour justement ne pas avoir ce délai de carence de 3 mois et puis qu'on soit directement assuré. Bon, on a beau y remplir tous les documents qu'il fallait, les donner à l'administration. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils n'ont peut-être pas cherché à comprendre à quoi servaient ces documents-là. En fin de compte, je pense que ça a retardé encore plus le processus. Mais voilà, mais bon, ça, on connaît tous comment l'administration française fonctionne, donc c'était pas une grande surprise non plus. Est-ce que ta femme, ça a été pour ses papiers? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on s'est mariés aussitôt, en fait. Donc nous, on avait effectivement regardé tout ce dont on avait besoin pour assurer la fluidité de cette transition. Et on s'était vite rendu compte, on s'est vite rendu à l'évidence qu'il fallait qu'on se marie pour que ça soit plus facile pour elle
de pouvoir travailler directement. Donc, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est un petit peu un pari fou, mais ça faisait à peine un an qu'on se connaissait, qu'on a pris la décision de se marier. Et donc, on s'est marié à Montréal en 2023. Et voilà, puis après, on a fait toutes les procédures pour que l'État français reconnaisse le mariage et puis s'assurer quel est son visa avant d'aller en France. Puis à partir du moment où tu es marié, bon, ben là, il y a quelques jours, elle vient juste de recevoir son titre de séjour qui est valable pendant 2 ans. Donc pour ça, je pense que ça facilite quand même beaucoup de choses, le mariage, et sans ça, je pense que ça aurait été un vrai cauchemar. Peut-être, est-ce que tu veux nous dire comment ça s'est passé, cette demande de visa? Parce qu'il y a certaines personnes qui rencontrent un peu des difficultés dans la demande en elle-même, mais aussi dans les renouvellements, puisque théoriquement, un an après être rentré, on doit faire sa demande de renouvellement de visa. Donc, Ouais. je ne sais pas si ça s'est très bien passé pour elle ou si elle a rencontré des petites difficultés, mais si tu veux partager, ça peut être intéressant pour des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là. Ouais, bien sûr. Je me souviens pas exactement de tous les détails, mais on n'a pas vraiment eu de difficulté. Enfin, on savait que son visa était valable pendant un an, et je sais plus combien de temps c'était, peut-être 3 ou 4 mois avant qu'elle pouvait commencer à entamer les procédures pour faire sa demande pour le prochain visa, pour le titre de séjour, du coup, qui allait durer 2 ans. Puis après, voilà, je pense que c'est de l'administratif, mais c'est pas compliqué. Et il faut juste il faut prendre le temps, rassembler les bons documents. Et effectivement, voilà, quand on n'a pas de réponse, ben, juste rappeler. Mais ça paraît simple comme ça, et peut-être que ça dépend là de. Peut-être qu'on a été chanceux encore, hein, parce que nous, on n'a pas trop eu de problème. Mais et voilà, elle vient de recevoir son titre de séjour aujourd'hui, mais elle avait déjà eu l'information que son titre avait été accepté quelques mois après qu'elle l'avait envoyé. Et je pense, si je devrais donner un conseil, ben, c'est juste, faut se préparer, faut regarder les choses en amont, faut regarder à l'avance. Là, dès qu'elle a eu son titre de séjour, j'étais déjà en train de regarder, ok, c'est quoi les prochaines étapes pour qu'on soit prêt le plus tôt possible pour faire la prochaine demande. Puis la prochaine demande, ben, c'est renouvellement du titre de séjour, et puis d'ici 3 ans, demande de nationalité française. Mm. En effet, bah merci pour le témoignage et c'est super parce que ça montre aussi que des fois ça se passe très bien. En fait, ça dépend vraiment de la préfecture. Donc, je pense que ça dépend de la préfecture et ça dépend de la nationalité. En effet, là, on rentre à Paris, donc ils ont l'habitude Mhm. des dossiers un peu, bah voilà, ils ont l'habitude de ce type de dossier. En effet, quand on rentre dans certains territoires où en fait ils n'ont pas l'habitude de telle nationalité, où ils n'ont pas l'habitude de tel papier ou de telle demande, bah ils sont un peu vite perdus, quoi. Ouais, Mais en tout cas, ça montre que c'est possible, oui, et ouais. que ça peut très bien se passer aussi. Donc, merci pour ton témoignage. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont rentrer en France prochainement, vous pouvez vous préparer toutes vos démarches en amont avec le kit du retour en France qui répond à absolument toutes vos questions par rapport à 17 thématiques du retour en France. Donc, ça fait beaucoup d'informations, mais vous avez tout sur la plateforme et ça vous permet de, comme je dis souvent, de clarifier votre projet, de définir les contours de votre projet de retour en France et d'avoir toutes les réponses à vos questions pour passer à l'action dans de bonnes conditions. Donc là, ça fait à peu près un an que vous êtes rentré, un petit peu plus d'un an. Un tout petit peu plus d'un an, exactement. On est rentré un 15 juillet 2024. Ok. Avec le recul, quel regard tu portes sur ce projet de retour et sur les un an qui viennent de s'écouler? Bah, et ça, je le dis depuis le début, franchement, dans tous les scénarios, bah, j'allais dire tous les scénarios qu'on s'est fait dans sa tête, en fait, le mieux, c'est de ne pas avoir d'attente. En fait, on peut entendre tout et son contraire. On a fait go with the flow. Et en fin de compte, je pense on n'aurait pas pu mieux espérer en termes de la fluidité de la transition. Donc, le regard que je porte, je pense qu'on a été chanceux, honnêtement. Je suis content que ça se soit bien passé, parce que je sais que c'est pas toujours le cas. Et puis voilà, si c'était à refaire, bah, là, il y a pas de question, hein. Je le referai. Et honnêtement, je serais sans doute amené à le refaire, parce que voilà, tu t'imagines bien qu'en étant 18 ans expatrié, que j'ai peut-être un petit peu la bougeotte aussi. Donc là, c'est une bonne période de ma vie en France. Je suis assez certain que j'y passerai pas toute ma vie. Donc d'ici peut-être quelques années, on se refera une expatriation, peut-être dans un pays un peu plus chaud cette fois-ci. Est-ce que vous avez déjà évoqué certains pays où vous aimeriez aller ensemble? Ah ben, moi, la Colombie, hein.
Elle vient de Colombie, donc je pense que je suis presque encore plus chaud que elle de se faire, ne serait-ce peut-être un 2 ans en Colombie ou quelque chose comme ça. Mais oui, oui, ça, moi, cette idée-là me titille déjà, alors que ça fait à peine un an que je suis rentré en France, quoi. Est-ce que tu voudrais nous dire si oui et comment tu gardes un lien avec aussi bien les US, puisque tu y as vécu quand même un moment, et aussi bien le Canada? Est-ce que tu arrives à garder des liens? Est-ce que tu souhaites garder des liens? Et si oui, comment tu le fais? Ouais, sur les UL, ça fait quand même assez longtemps maintenant, hein. Ça fait 11 ans que je suis parti. Donc les attaches que j'avais peut-être un petit peu quelques années après être parti, je pense qu'elles sont plus là. Voilà, je garde toujours j'ai un ou deux très bons potes qui sont aux États-Unis. On a des amis de famille qui sont là-bas. Mais voilà, mais je ne me vois pas nécessairement revivre aux États-Unis. Donc moins d'attaches à ce niveau-là. Et le Canada, bah, j'ai passé 11 ans de ma vie là-bas. Enfin, je me suis marié là-bas. J'ai également une partie de mon business hein, qui est au Canada, hein. Je fais du conseil financier vraiment niché entre la France et le Canada. Et donc j'ai deux associés, des Français aussi, avec qui je travaille, qui sont basés à Montréal. Et voilà, je suis amené à faire quelques allers-retours. Donc là, depuis que je suis rentré, j'ai déjà fait 4 allers-retours quand même entre le Canada et la France, parce que voilà, une partie des gens que j'accompagne bah, sont résidents, sont français, résidents canadiens, donc c'est quand même important de se voir en personne. Et puis voilà, puis j'ai des partenaires, des associés avec qui je suis là-bas, donc c'est sûr que dans ma vie, en tout cas, tant que le business roule, je serai clairement amené à revenir assez souvent. Et puis j'ai toujours quelques amis là-bas quand même aussi, donc c'est bien, ça me fait toujours un petit mix de voyage d'affaires et puis de profiter. Mm. Donc au final, tu es en France, mais tu es quand même amené régulièrement à aller dans ce pays qui a été ton pays d'accueil pendant longtemps, aussi bien pour le pro que pour le perso. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de rupture. Ce que je dis souvent, c'est que c'est une continuité et que c'est à nous, en tant que personne, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme dynamique dans justement peut-être l'éloignement que j'ai avec mon pays d'accueil, mais pas forcément parce que toi, tu peux être en France et au final, tu continues à avoir des liens quand même assez forts avec ton pays d'accueil. Donc, c'est assez Ouais, intéressant. exactement. Ouais. Mais bon, et ça, c'est surtout dû à ma situation professionnelle. Je pense que si j'étais amené à être, à avoir un job en France qui ne m'amenait pas Mm. spécifiquement à revenir au Canada, moi, de mon plein gré, j'y reviendrai pas sûrement, quoi. Mais voilà, donc je pense que c'est plus situationnel, mais voilà, ça fait toujours plaisir de revenir à chaque fois. Est-ce que tu penses que le Canada, ça manque à ta femme ou pas plus? Non, c'est pour ça que je me suis trouvé une Colombienne et pas une Québécoise à marier. Non, je dis ça en rigolant, mais ça s'est fait un petit peu comme ça. Mais non, elle a pas d'attache particulière au Canada, ne serait-ce que voilà, quelques amis qu'elle avait là-bas. Mais à part ça, non, elle n'avait pas de famille ou rien du tout au Canada, donc je pense pas que ça lui manque particulièrement, non. Est-ce que ça vous arrive d'aller en Colombie ou c'est un grand voyage et finalement vous n'y allez pas? Bah, tu vas rigoler, mais ça fait du coup 3 ans qu'on se connaît maintenant. J'ai pas mis les pieds encore en Colombie. Ok. Et est-ce Euh, que elle retourne toute seule ou pas non plus? Oui, oui, oui. Non, bah, quand on était au Canada, elle revenait pour les fêtes, pendant Noël, pendant le Nouvel An. Donc oui, oui, elle revient, ou bien sinon, c'est ses parents maintenant qui viennent aussi en France de temps en temps. Donc dépendamment de si ses parents viennent, ou bien si elle part, ou si c'est elle qui part, on peut être amené elle peut être amenée certaines années à aller en Colombie et d'autres non. Mais voilà, mais c'est sûr qu'au futur, au moins un Noël sur deux, je le passerai là-bas. Hmm. Dernière question. Quelle serait la leçon ou la prise de conscience que tu as apprise et que tu gardes avec toi qui est en lien avec ce projet de rentrer en France? Je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, mais je dirais de vraiment se fier à son intuition et pas forcément. Donc, on peut toujours apprendre des témoignages d'autres personnes, mais en fin de compte, ça va toujours être biaisé. Enfin, tu le vois aujourd'hui, moi, ça s'est très bien passé. Peut-être qu'avec d'autres personnes, ça s'est très mal passé. Et je le vois beaucoup sur les groupes Facebook. Les groupes Facebook des Français, bon, moi dans mon cas, les Français résidant au Canada, à Montréal.
beaucoup de questions, des gens qui se questionnent à savoir s'ils veulent rentrer en France ou pas. Et voilà, et quand tu regardes les commentaires, c'est pas une bonne vibe parce que les gens vont juste partager leur expérience. Donc moi je dirais, voilà, c'est suivre son intuition et puis après, bah, avoir le courage d'acter sur ça. Voilà, moi, je me suis dit, le plus j'attends, le plus ça va être compliqué. J'ai pas d'enfant ou quoi que ce soit encore non plus, donc il n'y avait pas de grosses attaches. Donc je me suis dit, c'est maintenant. C'est maintenant, ou bien sinon, ça va continuer à trop se compliquer. C'est intéressant ce que tu partages parce que en effet, les groupes Facebook, souvent, bah voilà, moi on me le dit, hein, je regarde sur les groupes Facebook, je lis tout et n'importe quoi. Bah oui, mais c'est ce que je dis souvent, ce que je réponds, c'est oui, tu lis des choses, mais t'as aucune idée de cette personne quand elle témoigne, comment elle s'est préparée, ses circonstances de retour, quelle énergie elle a mis dans son projet, est-ce qu'elle avait un budget pour ça ou pas. Enfin, donc il y a énormément d'informations qui permettraient en fait de mieux comprendre la situation des personnes, mais en tout cas, c'est vrai qu'un témoignage comme ça pris sur un groupe Facebook, bah ça a ses limites quoi. Donc c'est pour ça que moi, je sais que les épisodes ils sont longs, mais au moins on comprend, tu vois, l'histoire de la personne, voilà comment elle en est arrivée à ce cheminement de se dire ok je veux rentrer et comment ça s'est passé et on essaye d'aborder différents sujets. Bon et puis je suis bavarde aussi et souvent quand on est un peu sur le sujet, on s'arrête plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai qu'au début quand j'ai créé le podcast, je me suis dit 1 heure c'est peut-être un peu long et en fait je pense que c'est important parce que justement ça donne les vraies informations, ce qui se passe vraiment quand la personne elle témoigne. Et je trouve que ça, c'est primordial, quoi. Ouais, complètement, ouais, c'est ça. Et puis, il faut juste, faut prendre le temps, quoi. Faut prendre Mm. le temps, là, d'écouter ce genre de podcast, ce genre de retour, parce qu'effectivement, en écrivant un paragraphe, 3 lignes, c'est dur de se faire une vraie idée sur comment vraiment s'est passée l'expérience là, de chacun. Et il y a un truc que j'ai dit et que je vais prendre le temps de partager là pour rebondir. Je l'ai partagé dans une rencontre qu'on a eue avec les participants du Kit du Retour en France. Et en fait, je le disais, moi, je suis très transparente quand j'accompagne des gens, que ce soit au niveau pro ou perso, c'est que même si ça se passe bien, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des obstacles, et ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Donc, le retour, il peut être positif sur plein d'aspects, mais il peut aussi être voilà, un petit peu plus gris sur certains autres aspects, ou sur certaines journées, ou sur certaines Mm. périodes, et c'est OK. Ça fait partie du process. C'est exactement ça. Ça revient un petit peu à ta question du début, faut être persistant. Merci pour ton partage. Est-ce que quelque chose que tu voudrais partager d'autre? Tu connais mon travail, hein. Faut vraiment pas négliger l'aspect financier non plus. On peut penser à plein d'autres choses et c'est vrai que et je le constate souvent, hein, j'ai même eu une personne qui m'a contacté le jour d'avant où elle allait prendre son avion pour me poser des questions au niveau de quelques sujets financiers. Bon, bah, à ce moment-là, c'est trop tard. Donc, dépendamment des pays, effectivement, il peut y avoir plus ou moins des grosses conséquences qui sont liées à un retour en France, notamment fiscales. Je sais que c'est beaucoup le cas avec le Canada et j'accompagne en ce moment même, hein, j'ai beaucoup de Français qui me contactent pour revenir en France. C'est bien qu'on fasse ce podcast parce que pendant que tu parlais, je me suis dit, mais en fait, je devrais carrément mettre un lien là pour les mettre aussi en relation avec Magali. Il y a beaucoup de choses à ne pas négliger. Et tu disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir les bons partenaires pour être bien accompagné, pour se faire en sorte que cette transition soit le plus fluide possible. Et j'ajoute juste un dernier truc, mais l'argent a un énorme impact sur le fait ou non que certaines personnes vont faire le pas ou pas, et notamment trouver un travail. C'est que c'était la plus grosse aussi, le plus gros frein, c'est des questions financières. Je savais très bien que si je restais au Canada, j'avais beaucoup plus de chances de me faire plus d'argent que sans doute en revenant en France. Mais voilà, c'est des choix de vie. Et quand on est bien préparé financièrement, je pense que ça peut vraiment, ça découle sur plein d'autres sujets. Est-ce que ça voudrait dire que par rapport à ce que je rebondis sur ce que tu dis, que quelqu'un qui serait déjà rentré, il pourrait pas optimiser sa situation entre le Canada et la France? Ça veut dire que idéalement, il faut vraiment que toi, tu interviennes en amont, comme moi je le fais, puisque moi, je peux accompagner des personnes jusqu'à 1 an. Enfin, souvent, on peut commencer 1 an avant que les gens rentrent vraiment.
Donc, est-ce Ouais. que c'est pareil pour toi ou est-ce que ça peut aussi se poursuivre quand les gens ils sont déjà rentrés en France? Moi, ça m'arrive un peu à la marge, tu vois. Ouais, ben, ça peut se poursuivre effectivement, mais par contre, il y a des choses qui vont faire en sorte que une fois que tu es résident fiscal en France, c'est juste trop tard. En Mm. fait, je prends un cas typique des gens qui ne sont pas décidés s'ils veulent vendre leur immobilier qu'ils ont au Canada ou pas. Donc, quand je dis leur immobilier, c'est souvent leur résidence principale. Bon, ben, au Canada, pour toutes les années où on a vécu dans ce bien immobilier-là, on n'a aucun impôt sur la plus-value de cette maison-là. Par contre, si on la vend une fois qu'on est rentré en France, si on attend un petit peu trop longtemps, si on attend plus d'un an ou 2 ans avant d'être rentré, une fois qu'on est rentré en France pour vendre ce bien immobilier au Canada, bon, ben, le Canada, il va exonérer la plus-value pendant toutes les années où on vivait dans ce bien-là. Par contre, la France, elle va taxer toute la plus-value selon les règles françaises. Et ce sera plus considéré comme la résidence principale. Et là, ben, on parle de facilement de dizaines de milliers d'euros, voire dépendamment du bien immobilier, ça peut aller dans les centaines de milliers au niveau de l'imposition. Ok. Il y a clairement des choses où, une fois qu'on est rentré et que ça fait trop longtemps, ben, c'est trop tard. Ok, donc c'est intéressant. Donc, on en revient toujours au même sujet, que ce soit sur l'aspect professionnel, personnel et maintenant on rajoute financier, on se prépare plusieurs mois à l'avance pour optimiser parce que ça va vous sécuriser quand vous allez rentrer physiquement en France. Exactement. Et je pense que ça va faire en sorte que prendre des décisions par rapport à son retour en France, ça va être beaucoup plus clair dès qu'on a de la clarté sur tous ces sujets-là. Et ce serait quoi le moment idéal alors pour faire appel à toi, par exemple? Est-ce que ce serait un an à l'avance? Est-ce que ce serait 6 mois avant de rentrer? Est-ce que ce serait 3 mois avant de rentrer? Ouais. C'est marrant parce que 1 heure avant là, cet appel, j'étais justement en discussion avec un couple de Français qui pensent rentrer en France. Et eux, pour le coup, ils ont pris de l'avance. Ils pensent en 2027. Ouais. Donc, mi-2027, donc ouais, ils se sont pris vraiment à l'avance, au moins un an et demi, 2 ans. Voilà, il n'y a pas nécessairement besoin de s'y prendre autant à l'avance, mais je dirais, allez, au moins aux alentours d'un an, ça laisse le temps de se préparer et puis de prendre les bonnes décisions et puis de pas laisser ça à la fin, quoi. On a ce temps-là pour être assez flexible et puis mettre des choses en place s'il y en a vraiment besoin. Ouais. Bon, bah, du coup, ça recoupe vraiment avec ce que moi je fais dans mes pratiques, parce que des fois, on peut faire un an à l'avance et pour des familles, bah, ça laisse vraiment le temps. Et ce que je dis souvent, c'est que plus on attend la dernière minute pour faire toutes ces démarches, et bah, plus en fait on rentre en ayant le cerveau comme une pastèque et en fait on n'a plus le temps de réfléchir à rien et on se sent dans le rush de tout et en fait on n'est pas dans des conditions idéales pour rentrer parce qu'on a trop de choses à gérer, parce qu'il y a trop de choses qui se présentent. C'est ça. Euh, Et après, on met des mauvais commentaires sur Facebook. En tout cas, merci. Moi, je vais communiquer davantage justement là-dessus pour sensibiliser encore plus tôt que ce que je le fais, parce que tu vois, j'avais pas conscience que c'était aussitôt qu'il fallait s'y prendre sur cet aspect-là. J'avais bien compris que, en effet, il y avait plein de choses qu'on pouvait optimiser en amont. Entre eux, bah, là par exemple pour toi c'est le Canada et la France et ça permet justement d'optimiser son patrimoine, sa situation, de faire les meilleurs choix et d'être impacté le moins négativement possible. Mais en effet, bah, du coup, j'hésiterai pas à en parler encore plus tôt parce que ce sera vraiment utile pour les personnes que j'accompagne. Donc merci beaucoup. Ouais. Ouais, et puis ça dépend de tout le monde, hein. Enfin, tu le sais très bien, chaque situation est unique. Donc Bien sûr, certaines ouais. peuvent se préparer quelques mois à l'avance, d'autres, il vaut mieux que ça soit un an à l'avance. Et ça on ne le sait pas tant qu'on a vraiment tous les éléments en main. Ouais, ouais, bien sûr. Chaque situation est unique. Il y a vraiment des gens qui se préparent à tout moment. Ça peut être en effet, moi aussi, j'ai des gens qui me sollicitent et qui me disent je rentre en 2027, qu'on a encore Mhm. un peu de temps. Et puis à l'inverse, bah, il y a des gens qui rentrent là au mois de décembre et voilà, on fait ce qu'on a le temps de faire. Mais c'est là où nous, notre travail, il est assez intéressant, riche et voilà, on s'ennuie jamais avec toutes les situations qu'on rencontre. Mais C'est sûr, ouais. C'est en tout sûr. cas, un grand merci pour ton partage d'expérience. Bravo pour ton retour en France, pour tout ce que tu as réussi à mettre en place, que ce soit toi ou ta femme. Et puis merci d'avoir pris le temps pour nous, voilà, pour nous partager ton histoire. C'est précieux et voilà, je suis impatiente de pouvoir le partager autour de moi. Super. Ben, merci beaucoup à toi, Magali, pour l'invitation. Et c'était vraiment super cool. C'est bien de prendre le temps, tu vois, et de réfléchir, c'est vrai, à tout ce qui s'est passé. On est souvent dans le rush de tous les jours.
et Ouais. de prendre un petit pas de recul, c'est vrai que c'est rafraîchissant. Merci, merci beaucoup. Merci Magali. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent de l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!